Bonjour, nous allons traiter dans cette vidéo la deuxième partie du cours fonctionnement du muscle squelettique concernant le fonctionnement de la plaque motrice. Donc, nous allons voir la structure et le fonctionnement de la synapse neuromusculaire, appelée aussi la plaque motrice. Donc, commençons par la structure de la plaque motrice. Ici, nous avons un document qui montre une observation microscopique qui permet de voir la ramification d'une fibre motrice qui est en contact avec plusieurs fibres musculaires. Bien sûr, donc, tout cet ensemble forme une unité motrice. Voyons maintenant l'infrastructure de la plaque motrice. Nous avons ici un document qui montre cette infrastructure. Donc là, nous avons la terminaison axonique. Là, c'est le bouton synaptique riche en mitochondries et en vésicules synaptiques. Ici, nous avons l'espace synaptique. Et bien sûr, là, c'est la fibre musculaire avec les mitochondries et les myofibriles. La plaque motrice, c'est alors l'ensemble de terminaisons axoniques du motoneurone avec espace synaptique et membrane de la fibre musculaire. Voyons maintenant le fonctionnement de la plaque motrice. Donc pour cela, on va voir les phénomènes électriques au niveau de la plaque motrice. Ici, nous avons les résultats d'une expérience, on va les analyser. Donc là, nous avons la terminaison nerveuse. Là, c'est la fibre musculaire. On va faire des enregistrements des phénomènes électriques au niveau de la plaque motrice et puis à différents endroits de la fibre musculaire. Suite à une excitation S1 au niveau de la terminaison nerveuse présynaptique, on va enregistrer au niveau de R1 un potentiel de plaque motrice. Donc, il s'agit d'une dépolarisation qui n'atteint pas le seuil. Au niveau de R2, on va enregistrer aussi un potentiel de plaque motrice, donc c'est un ppm, dont l'amplitude qui est inférieure à celle enregistrée au niveau de R1. Au niveau de R3, ce sera un potentiel de repos. Donc si la stimulation au niveau de l'élément présynaptique est faible, on enregistre au niveau de la fibre musculaire un ppm, dont l'amplitude qui diminue en s'éloignant du lieu de sa naissance. On dit alors que le ppm est un décrément spatial. Maintenant, on va appliquer une stimulation qui est plus importante au niveau de l'élément présynaptique. On va enregistrer au niveau de l'élément postsynaptique, au niveau de R1, un ppm qui atteint le seuil et qui va déclencher l'apparition d'un potentiel d'action musculaire. Ce potentiel d'action musculaire est enregistré aussi au niveau de R2 et au niveau de R3. Donc, si nous avons une stimulation assez élevée, on enregistre au niveau de la fibre musculaire un PA musculaire dont l'amplitude qui est la même en tout point de la fibre musculaire. On dit alors que le PA musculaire est propageable. Voyons maintenant le mécanisme de la transmission neuromusculaire. On va analyser aussi les résultats de quelques expériences. Donc ici, nous avons la fibre motrice. Là, c'est la fibre musculaire. Ici, nous avons une micropipette contenant l'acétylcholine. Là, nous avons des microélectrodes réceptrices R1 et R2 au niveau de la fibre musculaire. Pour la première expérience, on va simuler au niveau de l'axone moteur. Ce qu'on va enregistrer au niveau de R1, ça va être un PA musculaire qui est enregistré avec un temps de latence par rapport au temps de stimulation. Au niveau de R2, on va enregistrer aussi un PA musculaire avec un deuxième temps de latence par rapport au PA musculaire enregistré au niveau de R1. Ces temps de latence sont expliqués de la façon suivante. Donc, le premier, il est dû
au phénomène de transmission synaptique. Et le deuxième, il est dû à la distance par rapport au lieu de naissance du PA musculaire. Passons maintenant à une autre expérience. Dans cette expérience, on va déposer sur la membrane musculaire en A une microgoutte G1 d'acétylcholine, puis une seconde G2 plus importante que la première. Ce qu'on va enregistrer suite au dépôt de la microgoutte G1 au niveau de R1, un ppm qui n'atteint pas le seuil. Au niveau de R2, ça va être un potentiel de repos. Mais lorsqu'on va déposer une microgoutte G2 plus importante que G1, on va enregistrer un ppm au niveau de R1 qui atteint le seuil et qui va déclencher un PA musculaire. Au niveau de R2, on va aussi déclencher un PA musculaire. On déduit alors que dans le cas de la plaque motrice, le neurotransmetteur est l'acétylcholine et il déclenche un PA musculaire à une dose bien déterminée. Passons à une troisième expérience. Dans cette expérience, on va déposer une microgoutte G2 d'acétylcholine qui normalement déclenche un PA musculaire au niveau de R1 puis au niveau de R2. Mais là, la fibre musculaire est traitée à l'Ézérie. Il s'agit d'un produit qui inhibe l'hydrolyse de l'acétylcholine. Ce qu'on va enregistrer au niveau de R1, un train de PA musculaire. Aussi, au niveau de R2, on va enregistrer ce train de PA musculaire. On déduit alors que dans les conditions normales, l'acétylcholine est hydrolysée suite à l'activation des CCD à ANA+. Passons maintenant à une autre expérience. Dans ce cas-là, on va faire l'injection dans la fibre musculaire d'une microgoutte G2 d'acétylcholine. Rappelons que cette microgoutte, elle entraîne l'apparition au niveau de R1 et au niveau de R2 de PA musculaire. Maintenant, ce qu'on va obtenir, un potentiel de repos au niveau de R1 et au niveau de R2. C'est-à-dire que l'acétylcholine n'agit qu'à la surface de la fibre musculaire, elle n'agit pas à l'intérieur de la fibre musculaire. Voyons maintenant une autre expérience dans laquelle on va voir l'action d'une toxine. Il s'agit de la bungarotoxine, qui a une structure qui est proche de l'acétylcholine et qui va agir au niveau de la synapse neuromusculaire. Donc, voyons l'observation au microscope électronique de cette synapse. Donc, ici, nous avons l'élément présynaptique avec une richesse en vésicules synaptiques. Là, c'est l'espace synaptique, l'appareil sous-neural. Et bien sûr, ici, nous avons l'élément postsynaptique. Au niveau de la surface de l'élément postsynaptique, on voit très bien donc, la fixation de la bungarotoxine au niveau des récepteurs spécifiques. Pour cette fibre musculaire, elle aura une paralysie. On déduit alors que seule l'acétylcholine qui se fixe sur des récepteurs spécifiques à la surface de la fibre musculaire et qui déclenche la transmission synaptique. Voyons maintenant la succession des événements de la transmission synaptique. Il y aura tout d'abord arrivée d'un potentiel d'action au niveau de la terminaison nerveuse. Ce potentiel d'action va déclencher l'ouverture des canaux CA2+, et il y aura une entrée massive des ions CA2+, à travers la membrane présynaptique. Cette entrée massive va entraîner la libération par exocytose dans la fente synaptique d'un certain nombre de molécules de neurotransmetteurs d'acétylcholine stockées jusque-là dans des vésicules synaptiques. Ces neurotransmetteurs vont se fixer sur des récepteurs spécifiques au niveau de l'élément postsynaptique, provoquant l'ouverture des canaux à ANA+. Il y aura par la suite une entrée massive des ions ANA+, au niveau de l'élément postsynaptique, ce qui va déclencher une dépolarisation de la membrane postsynaptique. Il y aura par la suite
une naissance d'un potentiel d'action musculaire postsynaptique qui va se propager le long de la membrane de la fibre musculaire. Enfin, il y aura hydrolyse de l'acétylcholine fixée sur les récepteurs postsynaptiques, fermeture des canaux anapus chimie dépendants et récapture par la terminaison présynaptique de la choline libérée par hydrolyse. Maintenant, la question qui se pose, quel est le mécanisme de la contraction musculaire? Voilà, on a fini avec cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va étudier le mécanisme de la contraction musculaire. Merci de votre attention.